Ce qui disparaît, réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir. Salut les gars. Salut. Et vous êtes qui, vous? Mes cavaliers. Il y a la plus grande confiance en vous. Faire tomber 2 générations de criminels en un tour de passe. On a toutes nos chances. On va tous mourir. Insaisissable 3, 2025, analyse et explication complète. Insaisissable 3 et ce sont des analyses et explications qui débutent ici. Le film s'ouvre sur une séquence rappelant l'essence de la franchise, un acte de braquage spectaculaire qui se révèle être bien plus qu'il n'y paraît. Cette introduction sert de préambule à une histoire structurée autour de la vengeance et de l'héritage. On y voit les cavaliers originels, désormais dispersés, dont les chemins vont se recroiser sous la pression d'une menace venue du passé. L'intrigue principale est déclenchée par le personnage de Charlie, joué par Justice Smith, un jeune illusionniste talentueux et déterminé. Il recherche les 4 cavaliers pour obtenir leur aide afin de venger sa mère, une célèbre magicienne trahie et ruinée par une puissante magnate de la technologie, Veronica Vanderberg. Cette quête personnelle devient le fil rouge qui va forcer l'ancienne équipe à sortir de sa retraite relative. Le scénario, élaboré par plusieurs auteurs, repose sur une structure familière à la franchise, une série de retournements orchestrant une justice spectaculaire. La critique principale porte sur sa prédictibilité et son manque d'innovation par rapport au volet précédent. Plusieurs spectateurs notent une impression de déjà-vu et une intrigue qui manque de la surprise et de la complexité du premier film. Le film développe pourtant des thèmes intéressants, notamment celui de la passation de flambeau. Il s'agit d'un récit sur la filiation et la responsabilité, entre Charlie vengeant sa mère, la confrontation sororale entre des personnages comme Henley et une nouvelle venue, et la relève assumée par les jeunes illusionnistes. Ce thème est le cœur émotionnel du film. Le thème de l'illusion versus la vérité est plus que jamais présent. Il questionne la perception, où chaque apparence cache une autre réalité, ce qui devient la marque de fabrique narrative de la saga. Dans ce volet,
Il est poussé à son paroxysme, la ligne entre le spectacle et la manipulation réelle devenant extrêmement ténue, notamment dans la confrontation avec l'antagoniste. La dynamique entre l'ancienne et la nouvelle garde est centrale. Daniel Atlas, Mary Temsekini, Jacques Wilder et Henley Reeves doivent apprendre à faire confiance à cette nouvelle génération, représentée par Charlie, le pragmatique Bosco et la technophile June. Leurs méthodes diffèrent, créant des tensions mais aussi une complémentarité inattendue. L'antagoniste, Veronica Vanderberg, incarnée par Rosamund Pike, est une entrepreneure de la Silicon Valley dont les produits de surveillance violent toutes les barrières de la vie privée. Son projet ultime, l'œil véritable, vise à éliminer toute illusion et tout secret du monde. Sa motivation, bien que claire, manque de nuances, la cantonnant dans un rôle de méchante caricaturale. Le personnage de Charlie est crucial. Il n'est pas seulement un protagoniste motivé par la vengeance, il représente l'avenir de la magie, une magie qui intègre l'éthique à cœur et une conscience sociale aiguë. Son conflit interne entre son désir de vengeance et les principes de justice des cavaliers ajoute une certaine profondeur à son arc. La réalisation de Ruben Fleischer opère un retour à l'essence de la franchise après l'expérimentation du second volet. Le rythme est soutenu, privilégiant les séquences d'action et de spectacle. La production a été tournée à travers le monde, Budapest, Anvers, Abu Dhabi, offrant des décors spectaculaires qui servent de toile de fond à des numéros de plus en plus ambitieux. Toutefois, certains critiques lui reprochent un usage excessif d'effets numériques, CGI, au détriment de la vraie magie et une mise en scène parfois jugée trop opaque s'engrave l'œil. Les tours semblent parfois physiquement impossibles, même dans l'univers des films, ce qui peut distancier le spectateur et affaiblir l'émerveillement. Les performances des acteurs historiques sont solides. La complicité entre Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco et Isla Fisher, dont le retour est une vraie surprise agréable, est palpable et reste le point fort émotionnel du film. Ils incarnent avec aisance ce groupe devenu une famille. Les nouveaux venus, Justice Smith, Dominique Sessa et Ariana Greenblatt, s'intègrent bien à la dynamique. Smith, en particulier, porte avec charisme une grande partie du poids narratif. Leurs personnages, cependant, souffrent du grand nombre de têtes d'affiche et n'ont pas toujours le temps de se développer pleinement. Le film comporte plusieurs grands numéros, dont un se déroulant dans un musée des illusions à Budapest, jouant avec l'architecture et la perspective, et un autre au cœur d'un data center ultra sécurisé à Abu Dhabi. Ces séquences sont des morceaux de bravoure technique et visuelle. L'élément de twist final, une marque de fabrique de la série, est ici à double détente. Le premier twist révèle que la vengeance de Charlie était en réalité un leurre orchestré par les cavaliers eux-mêmes pour piéger Vanderberg. Le second, plus profond, montre que toute l'opération était supervisée par l'œil, l'organisation secrète, qui testait à la fois les nouveaux membres et la loyauté des anciens. Cette fin ouverte est cruciale. L'apparition holographique de Dylan Shrike, Mark Ruffalo, dans un caméo surprise, et l'intronisation formelle de Charlie, Bosco et June dans l'œil posent les bases d'un nouvel ordre. Les cavaliers originels passent officiellement le relais, devenant des mentors depuis l'ombre. La bande-son et le montage participent à l'énergie frénétique du film. Les transitions sont rapides, les musiques électroniques rythment les préparatifs et les revéalent, dans une continuité stylistique avec les précédents opus. D'un point de vue thématique, le film interroge la valeur du secret et de l'opacité dans un monde obsédé par la transparence et la surveillance. Les cavaliers, en s'attaquant à une figure du capitalisme de surveillance, défendent le droit à l'illusion, au mystère et, in fine, à une part d'intimité et de liberté individuelle. Le box-office du film en fait un succès commercial mondial, avec environ 240 millions de dollars de recettes pour un budget de 90 millions. En France, il a dépassé le million d'entrées, prouvant l'attachement du public à cette franchise. Les critiques professionnelles sont mitigées. Sur Rotten Tomatoes, l'agrégateur ne fournit pas de score tomatomètre officiel à ce jour, mais les commentaires cités sur la page décrivent un film qui répète les tours familiers de la franchise mais conserve du charme grâce à son casting et son énergie. Les avis du public sont partagés mais globalement plus positifs que ceux de la critique. Les fans saluent le plaisir de retrouver l'équipe et le divertissement pur, spectacle et légèreté. Les principales critiques portent sur un scénario faible, une surcharge de personnages et une magie trop dépendante des effets spéciaux. Et la force du film réside indéniablement dans la chimie de son casting principal et dans son respect pour l'esprit de la franchise. C'est un film conçu pour plaire à sa base de fans, leur offrant plus de ce qu'ils aiment, sans prise de risque majeur. Sa faiblesse principale est son manque d'ambition narrative. Il suit une recette éprouvée sans chercher à la réinventer ou à la complexifier significativement. L'antagoniste, bien que bien interprété, manque de profondeur et la résolution peut sembler trop nette. Le film fonctionne donc comme une passerelle, un outil de transition narratif entre deux ères.
Il dit au revoir aux héros originels, même s'ils restent dans l'univers, et accueille une nouvelle équipe, plus jeune, plus connectée, promise à de futures aventures. En conclusion, Insaisissable 3 est une illusion divertissante mais prévisible. Il célèbre son univers et offre un spectacle rythmé et visuellement impressionnant, parfait pour une sortie cinéma sans prétention. Cependant, il ne renouvelle pas profondément la formule et souffre de certains choix scénaristiques et esthétiques qui l'éloignent de la magie pratique et de l'ingéniosité du premier opus. Pour le spectateur occasionnel ou le fan de la saga, c'est un bon moment de divertissement. Pour ceux en quête d'innovation ou de narration audacieuse, le tour de passe-passe pourrait sembler trop visible. Le film pose néanmoins les fondations d'un nouveau chapitre, laissant entrevoir un futur où la magie, sous une nouvelle forme, continuera à défier les puissants. Insaisissable 3 et ce sont des analyses et explications qui se poursuivent. L'approche de la nouvelle équipe envers l'illusion constitue une évolution notable par rapport aux fondamentaux des cavaliers originels. Leur magie est profondément hybridée avec la culture hacker et les technologies de l'information, ce qui pose une question philosophique centrale au film. L'essence même de l'art de l'illusion se transforme-t-elle à l'ère du tout numérique, ou ses principes fondamentaux demeurent-ils immuables? Cette tension entre tradition et innovation est explorée à travers leurs méthodes de planification et d'exécution. La relation entre Charlie et Daniel Atlas est particulièrement riche en enseignements sur cette transition générationnelle. Daniel, l'autodidacte cérébral et méticuleux, est confronté à un jeune prodige dont l'intuition et l'aisance avec les systèmes complexes rivalisent avec sa propre rigueur. Leur conflit, souvent nourri par une fierté mutuelle, évolue progressivement vers un respect professionnel puis vers une forme de filiation non avouée. Ce processus subtil montre comment le savoir se transmet et s'adapte en dehors des cadres formels. L'architecture même des plans élaborés par les cavaliers dans ce volet reflète une maturité stratégique différente. Alors que les premiers films privilégiaient la surprise immédiate et le choc spectaculaire, l'opération contre Vanderberg s'apparente à une partie d'échecs multidimensionnelle. Chaque action visible dissimule plusieurs couches de motivation et de mouvements préparatoires, intégrant même les réactions anticipées de l'antagoniste comme des pièces essentielles du dispositif. Cette complexité narrative, bien que parfois prévisible, démontre une évolution dans l'écriture des stratagèmes. La thématique de la surveillance, incarnée par le projet Œil véritable de Vanderberg, est le terreau parfait pour une réflexion sur la société contemporaine. Le film ne se contente pas de présenter un dispositif de contrôle dystopique. Il interroge notre propre complicité dans l'érosion de la vie privée. Les cavaliers, en utilisant les failles de ce système totalisant, deviennent les symboles d'une résistance qui utilise les outils du contrôle contre eux-mêmes, une forme de jujitsu technologique et psychologique qui constitue le véritable cœur de leur magie moderne. Le traitement du personnage de Veronica Vanderberg, malgré des motivations apparemment simples, peut être interprété sous l'angle d'une critique du solutionnisme technologique. Sa volonté d'éradiquer l'illusion et le secret procède d'une idéologie de la transparence absolue, présentée comme un bien universel. Le film, sans l'excuser, suggère que cette quête relève d'un désir de contrôle né d'une profonde méfiance envers l'humain et ses zones d'ombre. Sa défaite n'est pas seulement physique mais aussi idéologique, marquant la victoire du doute et de la complexité sur le dogme de la clarté totale. Et la géographie des lieux où se déroulent les numéros n'est pas choisie au hasard et participe pleinement à la narration. Budapest, avec son histoire complexe et ses architectures illusionnistes, représente le passé et la tradition de la magie de spectacle. Anvers, centre du commerce diamantaire, symbolise la valeur et la convoitise, mais aussi la duperie possible. Abu Dhabi, cité futuriste surgie du désert, incarne le versant technologique et déshumanisé de la quête de pouvoir. Chaque lieu devient un adversaire à part entière, dont il faut comprendre la logique pour le détourner. La dynamique au sein du nouveau trio, Charlie, Bosco, June, mérite une attention particulière car elle préfigure l'avenir de la franchise. Leur complémentarité est moins organique que celle des fondateurs, elle est le fruit d'une nécessité et d'une construction délibérée. Charlie est le visionnaire et le moteur émotionnel, Bosco l'expert en logistique et en psychologie appliquée, June la spécialiste en dématérialisation et en piratage des réalités numériques. Ensemble, ils forment un système où la frontière entre magie, technologie et sciences humaines est volontairement brouillée. L'utilisation du CGI, si critiquée, peut aussi être lue comme un choix esthétique et thématique assumé. Dans un film qui traite de la dématérialisation et de la virtualisation du monde, avoir recours à des effets visuellement identifiables comme artificiels crée un discours en soi. Cela questionne la perception du spectateur, jusqu'où accepte-t-on l'illusion au cinéma, et en quoi cette acceptation diffère-t-elle de notre rapport aux illusions que le film dénonce dans la vie réelle? C'est une mise en abîme audacieuse, même si son exécution peut sembler maladroite. La séquence du data center est un point d'orgue qui synthétise plusieurs thèmes du film.
L'enjeu n'est pas de voler un objet physique, mais de corrompre un algorithme, d'insérer un bug éthique dans un système conçu pour être parfaitement fluide et contrôlant. La magie opérée ici est une magie de la perturbation sémantique, où les cavaliers piratent la logique même de la machine. Ce numéro représente l'apogée de leur évolution. Ils ne dupent plus seulement des individus, mais des architectures intellectuelles et numériques. Et la réintégration dans les Reeves dans le groupe est traitée avec une certaine finesse psychologique. Elle ne revient pas simplement par loyauté, mais parce que la menace de Vanderberg touche directement à son domaine d'expertise, l'art de la diversion et du spectacle à grande échelle. Son arc narratif est centré sur la réconciliation entre sa vie personnelle autonome et sa place au sein d'un collectif qu'elle a quitté. Son expertise est cruciale pour enseigner aux nouveaux le sens de la grandeur théâtrale, élément que la pure technicité ne peut fournir. Le rôle de l'organisation L'Œil est considérablement approfondi dans cet opus. Elle n'est plus seulement une société secrète mystérieuse, mais apparaît comme une entité aux ressources quasi illimitées, avec sa propre éthique et ses dissensions internes. L'apparition de Dylan Shrike en hologramme, agissant comme un surveillant bienveillant mais distant, renforce l'idée que les cavaliers, même légendaires, ne sont que des pièces sur un échiquier plus vaste. Cela ouvre des perspectives narratives immenses pour la suite, tout en complexifiant la notion de bien et de mal. Le twist final, avec sa double révélation, opère une rétrospective sur l'ensemble du film. Chaque scène, chaque interaction, doit être reconsidérée à la lumière du fait que l'intrigue était un test géant orchestré par l'œil. Cette recontextualisation force le spectateur à adopter le point de vue de l'illusionniste suprême, celui qui observe et manipule sans être vu. C'est une leçon de narration active qui, si elle n'est pas nouvelle, permet de souder définitivement l'ancienne et la nouvelle garde dans une expérience commune fondatrice. La gestion du temps narratif est un défi relevé de manière inégale. Le film alterne entre des séquences de planification très denses, où les dialogues sont techniques et rapides, et des moments de spectacle pur où l'image prend le dessus. Cette alternance peut créer une fragmentation, mais elle reflète aussi le rythme binaire de la préparation et de l'exécution propre au grand tour. Le montage, en créant des ellipses parfois brutales, participe à cette sensation de vertige et d'incomplétude volontaire, comblée seulement lors de la révélation finale. L'esthétique visuelle de chaque grand numéro possède sa propre signature. Le numéro du Musée des Illusions joue sur les symétries, les reflets et les anamorphoses, dans une palette de couleurs chaudes et terreuses. Celui du Data Center est froid, métallique, baigné de lumière bleutée et de lignes géométriques parfaites. Ce contraste n'est pas seulement décoratif, il oppose deux philosophies de l'illusion, l'une organique, ludique et humaine, l'autre glaciale, utilitaire et technocratique. La victoire narrative passe par la fusion de ces deux approches. Le personnage de Mary Temsekini, le mentaliste, trouve ici un rôle renouvelé. Face à une antagoniste qui croit pouvoir tout quantifier et prédire via des algorithmes, son art de la lecture des micro-expressions et de l'influence subtile devient une arme de résistance archaïque mais irremplaçable. Il incarne l'intelligence humaine, intuitive et contextuelle, face à l'intelligence artificielle et statistique. Ses succès contre les systèmes de sécurité imparables de Vanderberg sont autant de victoires symboliques pour l'irrationalité et l'imprévisible humain. La musique et le design sonore jouent un rôle actif dans la construction de l'illusion. Les sons diégétiques, clics de serveur, bruits mécaniques, sont souvent utilisés comme éléments rythmiques ou comme leurs auditifs. La bande originale, mêlant orchestration classique et grooves électroniques, épouse les deux pôles du film. Elle souligne tantôt le côté spectacle vivant ancestral, tantôt le versant high-tech et implacable de la mission, créant une ambiance sonore hybride qui est le reflet exact de l'identité de la nouvelle équipe. Le traitement de la violence dans le film est notable par son absence relative. La confrontation avec Vanderberg, bien que tendue, n'aboutit pas à un affrontement physique traditionnel. La défaite de l'antagoniste est avant tout symbolique, financière et médiatique. Cette approche est cohérente avec l'éthique des cavaliers, qui privilégie l'humiliation publique et la déconstruction systématique de l'ego de leur cible. Leur arme est la honte, pas la force brute, ce qui place le film dans une catégorie particulière de récits de vengeance. Le thème de la famille, qu'elle soit biologique ou choisie, est le ciment émotionnel du récit. La quête de Charlie pour la mémoire de sa mère trouve un écho dans les liens fraternels qui unissent les cavaliers originels et dans la nouvelle fratrie qu'ils forment avec les recrues. Le film suggère que la véritable magie ne réside pas dans les tours, mais dans cette capacité à créer des alliances indéfectibles, des illusions de confiance absolue qui, parce qu'elles sont partagées et consenties, deviennent une réalité plus forte que tout. L'humour, souvent basé sur la connivence entre les personnages et sur l'absurdité des situations, sert de régulateur de tension. Il évite au film de sombrer dans un sérieux pompeux qui serait contraire à l'esprit de la franchise. Les répliques de Woody Harrelson,
en particulier, ancre les plans les plus sophistiqués dans une humanité terre-axe en grave terre. Cet équilibre entre le grandiose et le trivial est essentiel pour rendre les personnages attachants et leurs exploits crédibles dans leur folie même. La figure du public, qu'il soit présent dans le film ou représenté par nous, spectateurs, est un élément actif de la réflexion. Les numéros sont souvent montrés depuis le point de vue des victimes ou du public interne, nous plaçant dans la position de ceux qui sont dupés. Cette identification contrôlée nous force à éprouver la fascination et la frustration de l'illusion, renforçant notre admiration pour les artisans du tour. Le film devient ainsi une métaphore de sa propre réception, un pacte de duperie joyeuse entre les créateurs et le public. En définitive, Insaisissable 3 est un film sur la transmission et l'adaptation. Il transfère non seulement le flambeau narratif à une nouvelle génération de personnages, mais il tente aussi de transposer l'esprit de la saga dans un contexte mondial et technologique radicalement différent de celui de ses débuts. Son succès est dans sa capacité à préserver l'essence de la formule ou la camaraderie, les plans complexes, le twist final, tout en actualisant ses modalités. Son échec relatif est dans l'exécution parfois trop mécanique de ce transfert, qui peut laisser une impression de déjà-vu malgré les nouveaux visages. Le film pose ainsi les bases d'un futur cycle d'aventure où les enjeux pourraient dépasser le cadre de la simple justice spectaculaire pour aborder des questions de gouvernance mondiale, d'éthique technologique et de guerre de l'information. La fin, avec l'intégration dans l'œil, suggère que les prochains conflits se dérouleront dans l'ombre, entre sociétés secrètes aux agendas divergents. Insaisissable 3 n'est donc pas une fin, mais un sas de transition, une cérémonie d'initiation à grande échelle pour ses personnages comme pour son public. Le parcours de Charlie constitue l'épine dorsale émotionnelle du film, servant de pont tangible entre l'ère des cavaliers originels et la nouvelle génération d'illusionnistes. Sa quête personnelle, née d'un profond sentiment d'injustice et de perte, évolue subtilement vers une compréhension plus large des responsabilités qui accompagnent un tel pouvoir. La révélation ultime que sa vengeance a été canalisée et transformée en une opération plus vaste par l'œil, lui apprend à transcender sa motivation initiale pour embrasser une cause collective. L'antagoniste Veronica Vanderberg incarne une menace d'une nature fondamentalement différente de celle des films précédents, car elle ne cherche pas la richesse ou la notoriété mais un contrôle absolu sur la perception elle-même. Son projet « Œil véritable » représente l'antithèse philosophique de la magie, visant à éliminer tout mystère et toute possibilité de subterfuge dans le monde. Cette idéologie de transparence totale la place en conflit direct avec l'essence même des cavaliers, dont l'art célèbre la beauté de l'ambiguïté et du doute. La scénographie des principaux numéros de magie est conçue comme une narration visuelle à part entière, chaque décor étant soigneusement choisi pour refléter les thèmes sous-jacents de la séquence. Le musée des illusions à Budapest, par exemple, avec ses escaliers infinis et ses perspectives trompeuses, symbolise le labyrinthe du passé et des perceptions héritées que les personnages doivent traverser. Ces environnements ne sont pas de simples arrière-plans mais des partenaires actifs dans l'exécution des illusions, des espaces qui doivent être compris et manipulés. La relation entre l'ancien et le nouveau groupe est émaillée de frictions productives qui révèlent l'évolution des méthodologies. Là où Daniel Atlas planifie avec une précision algorithmique, Charlie intègre une part d'improvisation et d'adaptation en temps réel, s'appuyant sur les flux de données. Cette différence d'approche génère des tensions mais forge finalement une synthèse plus résiliente, prouvant que l'avenir de l'illusion réside dans l'hybridation des disciplines plutôt que dans le purisme. Le traitement de la technologie dans le film est ambivalent, la présentant à la fois comme l'outil ultime de contrôle et l'instrument le plus puissant de libération. Les cavaliers utilisent les mêmes systèmes de surveillance, de deepfake et d'intelligence artificielle que Vanderberg, mais pour des fins radicalement opposées. Cette symétrie narrative souligne une idée centrale. La technologie est moralement neutre, et c'est l'intention humaine qui détermine si elle sert à enfermer ou à émanciper. Le personnage de June, interprété par Ariana Greenblatt, introduit une dimension essentielle à la nouvelle équipe, la maîtrise de l'espace numérique comme territoire d'illusion. Sa magie consiste à manipuler les réalités virtuelles, les flux d'informations et les identités en ligne, des compétences cruciales pour affronter un adversaire dont le pouvoir est ancré dans le cloud. Elle représente la matérialisation de l'idée que les données sont la nouvelle scène sur laquelle se jouent les grands spectacles contemporains. Le thème de la confiance est soumis à une tension extrême tout au long du récit, notamment par le mécanisme du twist final. Les personnages comme le public sont amenés à douter des alliances, des motivations et même de la réalité des événements vécus. Cette épreuve constante de la confiance n'est pas simplement un ressort dramatique, mais un rite de passage nécessaire pour les nouveaux membres qui doivent apprendre que dans le monde de l'œil, la vérité est toujours stratifiée et la loyauté constamment testée. La bande originale et le design sonore opèrent une distinction subtile entre les thèmes associés aux anciens et aux nouveaux cavaliers.
Les séquences impliquant l'équipe originelle sont souvent accompagnées de motifs musicaux rappelant les précédents films, créant une nostalgie auditive. En revanche, les plans exécutés par la nouvelle génération s'accompagnent de sonorités électroniques plus expérimentales et glitch, marquant une rupture stylistique et une nouvelle identité pour la franchise. La résolution du conflit avec Vanderberg ne passe pas par sa destruction physique, mais par sa défaite idéologique. En exposant publiquement les failles éthiques et les motivations hypocrites de son projet de transparence, les Cavaliers retournent son propre dogme contre elle. Cette victoire par la révélation et le discrédit est parfaitement cohérente avec leur éthos. Ils ne tuent pas les monstres, ils les exposent à la lumière crue du ridicule et de la désapprobation publique, une punition bien pire dans leur monde. L'architecture du scénario, bien que critiquée pour sa prédictibilité, fonctionne sur le principe d'un leurre à plusieurs étages, imitant la structure d'un tour de magie classique. Le prestige final n'est pas seulement le dévoilement d'un secret, mais la révélation que toute la narration était construite sur un faux fuyant, forçant une relecture complète des motivations et des alliances. Ce mécanisme métanarratif est la véritable signature de la saga, et ce troisième volet le pousse à son paroxysme en impliquant directement le public dans le jeu de dupes. Et la présence de Dylan Shrike en tant qu'hologramme à la fin n'est pas un simple caméo, mais un signal fort sur la direction future. Elle indique que l'œil opère désormais à un niveau quasi mythique, utilisant la technologie pour créer une présence omniprésente et immatérielle. Ceci ouvre la porte à des intrigues où les antagonistes pourraient être aussi insaisissables que les cavaliers eux-mêmes, où la guerre se jouerait dans la manipulation des réalités perçues plutôt que dans la confrontation physique. Le choix de localisations internationales prestigieuses dépasse le simple désir de spectacle et participe à une vision géopolitique de l'illusion. Chaque ville représente un nœud dans le réseau du pouvoir global, financier, technologique, culturel. En opérant successivement dans ces capitales, les cavaliers démontrent que leur influence et leur champ d'action sont véritablement mondiaux, et que les enjeux de perception et de contrôle ne connaissent pas de frontières dans le monde contemporain. Le personnage de Merit Msekini trouve dans ce volet un adversaire à sa mesure en la personne de Veronica, dont la volonté de contrôle absolu est le symptôme d'une psyché prévisible. Son art du mentalisme, basé sur la lecture des désirs et des peurs humaines, est l'arme parfaite pour déstabiliser une personnalité aussi rigide et méfiante. Ses interventions, souvent perçues comme des apartés comiques, s'avèrent en réalité des opérations psychologiques cruciales pour fissurer l'apparente invulnérabilité de l'antagoniste. La notion de sacrifice est explorée à travers le dilemme des cavaliers originels, qui doivent accepter de passer à l'arrière-plan et de voir leur héritage réinterprété par de nouvelles mains. Ce n'est pas un renoncement, mais un acte de foi dans la pérennité de leurs idéaux. Leur véritable triomphe n'est pas dans une dernière performance, mais dans la réussite de cette transmission, prouvant que leur plus grand tour fut de créer une illusion si puissante et séduisante qu'elle survivra à son propre créateur. La mise en scène des séquences d'action privilégie la clarté géographique et la mécanique des plans, évitant le montage saccadé pour mieux faire comprendre l'ingénierie complexe des illusions. Cette pédagogie visuelle est essentielle pour maintenir l'adhésion du spectateur, qui doit pouvoir saisir les règles du jeu, même s'il en ignore l'issue. Cette transparence dans la mise en scène contraste volontairement avec l'opacité des motivations des personnages, créant un équilibre dynamique entre ce qui est montré et ce qui est caché. L'évolution des costumes et de l'apparence des personnages reflète leur trajectoire narrative. Les cavaliers originels adoptent un style plus sobre, presque civil, signifiant leur retrait de la scène publique. Les nouveaux membres, en revanche, arborent une esthétique plus éclectique et personnelle, mélangeant références vintage et techwear, symbolisant leur hybridité et leur refus des catégories établies. Le costume devient ainsi un code visuel immédiat pour identifier l'appartenance générationnelle et philosophique. Le film interroge finalement la nature de la justice dans un monde saturé d'images et d'informations. La justice spectaculaire, rendue par les cavaliers, est-elle encore efficace, ou n'est-elle qu'un divertissement de plus dans l'économie de l'attention? En ciblant une magnate de la tech, le scénario suggère que oui, à condition de s'attaquer au symbole du pouvoir contemporain et d'utiliser les armes médiatiques de l'époque. Leur action est un acte de guérilla sémiotique, une bataille pour le récit dominant. Le retour d'Isla Fisher dans le rôle d'Anley apporte une dynamique essentielle au groupe, notamment dans sa relation avec la nouvelle recrue June. Elle incarne une voie médiane entre la flamboyance de la scène et la discrétion des coulisses, montrant qu'il est possible de concilier vie personnelle et engagement dans l'œil. Son expertise en illusion à grande échelle et en ingénierie mécanique traditionnelle complète parfaitement les compétences numériques de June, formant un duo mentor-apprenti particulièrement convaincant. Le rythme du film est calibré pour alterner entre des phases de tension méthodique, lors des planifications, et des moments de libération cathartique, lors des révélations publiques. Cette respiration narrative imite le cycle même de la magie,
La longue préparation secrète, suivie de l'éclat bref et éblouissant de la performance. Le spectateur est ainsi pris dans un cycle d'attente et de récompense qui est au cœur du plaisir cinématographique de la franchise. La philosophie de L'œil, entrevue à travers les actions de Shrike, semble reposer sur un équilibriste moral complexe. L'organisation n'agit pas pour le bien absolu, mais pour le maintien d'un certain équilibre des pouvoirs, empêchant toute faction, État, corporation, individu, d'acquérir un monopole sur la vérité. Les cavaliers, anciens et nouveaux, sont ces agents dans ce jeu d'échecs mondial, des illusionnistes dont la finalité ultime est de préserver la possibilité même du doute et du mystère dans les affaires humaines. En définitive, Insaisissable 3 réussit là où de nombreuses suites échouent. Il justifie son existence par un véritable enjeu de transmission narrative et thématique. Il ne se contente pas de répéter une formule gagnante, il en explore les limites et les conditions de sa perpétuation dans un monde changé. Si son exécution peut paraître parfois trop mécanique, sa réflexion sur l'héritage, l'adaptation et la lutte pour le contrôle de la perception lui confèrent une profondeur qui dépasse le cadre du simple divertissement d'action. Le film se conclut ainsi sur une promesse bien plus qu'une conclusion, celle d'un univers narratif en expansion, où les règles du jeu ont été complexifiées et où les enjeux sont désormais planétaires. Il passe le flambeau tout en allumant de nouveaux feux, invitant le public à suivre cette nouvelle équipe dans des aventures où l'illusion ne sera plus un simple spectacle, mais une arme essentielle dans la définition de la réalité elle-même. C'est une fin qui regarde résolument vers l'avenir, tout en saluant respectueusement le passé qui l'a rendu possible. L'univers d'Insaisissable 3 s'élargit pour poser les fondations d'une mythologie plus complexe, où L'œil n'est plus une simple société secrète mais une véritable architecte de la réalité perçue. Son intervention finale révèle une conception du monde où chaque événement majeur peut être une couche de dissimulation, où la vérité est un matériau malléable entre les mains d'initiés. Cette révélation transforme rétrospectivement l'intrigue en une cérémonie d'initiation à grande échelle, où les émotions mêmes des personnages en colère, trahison, solidarité en font partie du curriculum pour accéder à un ordre supérieur de connaissances. La caractérisation de Veronica Vanderberg puise dans l'archétype du capitaliste de surveillance, mais lui adjoint une dimension presque mystique de croisade. Sa quête n'est pas motivée par la cupidité, mais par une conviction fanatique que l'opacité est la source de tous les maux humains. En cherchant à dissiper toute illusion, elle commet l'erreur tragique de confondre transparence avec vérité, ignorant que la réalité humaine est intrinsèquement construite sur des récits, des masques et des zones d'ombre nécessaires. Sa défaite est donc une leçon d'humilité métaphysique autant que narrative. L'utilisation stratégique des lieux fonctionne comme une grammaire visuelle. Le musée à Budapest représente le passé de l'art de l'illusion, un sanctuaire de ces techniques classiques qu'il faut maîtriser avant de pouvoir les subvertir. Le data center d'Abu Dhabi est son antithèse absolue, un temple du calcul pur, de la logique binaire et de la mémoire froide. Le fait que le tour final y prenne place symbolise la victoire de l'ambiguïté humaine sur la certitude algorithmique, du flux sur la stase, de la poésie du secret sur la prose de l'exposition totale. La dynamique entre Daniel Atlas et Charlie est structurée comme un dialogue entre deux philosophies de l'intelligence. Daniel, le prodige autodidacte, croit en un contrôle total né d'une anticipation parfaite. Charlie, élevé dans le numérique, comprend l'intelligence comme une capacité à naviguer dans le chaos, à exploiter les patterns émergents. Leur conflit puis leur fusion montrent que l'illusion du futur ne sera ni totalement contrôlée ni totalement chaotique, mais une danse constante entre la structure et la surprise, entre le code et son interprétation. Le personnage de June incarne une idée fondamentale. Dans l'économie de l'attention moderne, les données personnelles sont la matière première la plus précieuse, et leur manipulation est la forme suprême de prestidigitation. Son expertise ne consiste pas à faire apparaître des colombes, mais à sculpturer des identités numériques, à créer des leurres dans les réseaux, à injecter des fictions plausibles dans le flux informationnel. Elle représente l'évolution de l'escamoteur au data magicien, dont la scène est l'infrastructure globale. Le traitement sonore des différentes équipes crée une cartographie auditive de leur mentalité. Les plans des anciens cavaliers sont souvent accompagnés d'un silence tendu, ponctué du bruit mécanique précis des dispositifs, soulignant leur approche artisanale et physique. Les interventions de la nouvelle génération baignent dans une ambiance sonore numérique constante. Bourdonnement de serveurs, grésillement de données, synthétiseurs, reflétant leur immersion native dans un monde technologique. Cette distinction souligne le passage d'une magie d'objet à une magie de flux. Le thème de la filiation est traité avec une certaine mélancolie à travers le personnage de Jacques Wilder. Ancien rebelle et escroc, il trouve dans le pragmatique et technicien Bosco une version plus structurée de son jeune moi. Leur relation, faite de défiance initiale puis de respect tacite, illustre comment les traditions de la débrouille et de la triche évoluent.
Là où Jacques opérait à l'instinct dans le monde physique, Bosco applique la même éthique de contournement des règles au système numérique et bureaucratique, léguant un savoir-faire tout en transformant la nature. Et la structure narrative en leur emboîté sert également de critique métatextuelle de la franchise elle-même. En révélant que toute l'intrigue était un test, le film adresse directement au public une question. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à être dupé selon les mêmes schémas narratifs? Cela peut être interprété comme une défense habile de la répétition, le plaisir réside dans la reconnaissance du mécanisme, ou comme un aveu d'impuissance créative, camouflé en profondeur philosophique. Cette ambivalence est au cœur des réactions critiques partagées. La figure de l'hologramme de Shrike introduit une notion de post-humanité dans la saga. Son apparition n'est ni tout à fait une présence, ni une absence, mais une nouvelle catégorie d'existence propre à l'univers de l'œil. Cela suggère que les futurs conflits ne se dérouleront peut-être même plus entre des humains, mais entre des intelligences décentralisées, des volontés dispersées dans les réseaux, faisant de la magie un art de la communication avec des entités spectrales et de la négociation avec des logiques non humaines. La relation entre Anlais et June explore la dimension genrée de l'art de l'illusion. Anlais, qui a dû conquérir sa place dans un monde masculin, transmet à June non seulement des techniques, mais une stratégie pour utiliser son invisibilité perçue comme un atout. Elle lui enseigne que dans un système qui sous-estime certaines voix, la surprise est plus facile à générer, et que la performance spectaculaire peut être une forme de revendication politique. Leur complicité ajoute une couche de signification sociale souvent absente des films de casse. Le choix esthétique d'un CGI ostensiblement artificiel pourrait être interprété comme une forme de « magicien révélant son trucage ». Dans une ère où les effets spéciaux photoréalistes sont la norme, choisir un rendu légèrement artificiel est un acte de sincérité artistique. Cela rappelle constamment aux spectateurs qu'ils regardent une construction, une illusion consentie, renforçant ainsi le thème central du film. Nous préférons souvent la beauté de la fiction à la rudesse du réel, et c'est un choix légitime. Le traitement du temps dans le film est diégétiquement contracté, suggérant que les opérations de l'œil existent dans un espace-temps accéléré. Les plans complexes, qui nécessiteraient des mois de préparation dans la réalité, sont ici montés comme s'ils pouvaient être exécutés en quelques jours. Cette compression n'est pas une faiblesse scénaristique, mais un choix stylistique qui renforce l'idée que les cavaliers opèrent dans les interstices de la réalité normale, là où les règles de la logique et de la durée sont pliables. La philosophie morale sous-jacente au film est un utilitarisme spectaculaire. Les cavaliers jugent la justesse de leurs actes non seulement à leurs conséquences, démanteler un projet dangereux, mais à l'élégance de leur exécution et à la clarté du message envoyé. Leur justice doit être compréhensible comme un récit satisfaisant. Cette esthétisation de l'éthique pose des questions fascinantes. Une bonne action mal mise en scène est-elle moins efficace? Dans un monde médiatique, la forme du châtiment fait-elle partie intégrante de sa vertu corrective? L'évolution du costume de Merit Msekini, devenant plus sobre, reflète son passage du statut de performeur à celui de stratège. Il n'a plus besoin des vestons clinquants du mentaliste de foire. Son pouvoir réside désormais dans sa discrétion, dans sa capacité à être oublié dans un coin tout en lisant la salle. Cette transformation visuelle symbolise le passage de la magie comme spectacle à la magie comme infrastructure cognitive, une ressource invisible mais essentielle au fonctionnement du groupe. Le film utilise le leitmotiv du regard avec une insistance particulière. Des caméras de surveillance au projet œil véritable, en passant par le nom de l'organisation secrète et les multiples révélations, tout tourne autour de qui regarde qui et qui contrôle le champ de vision. Dans cette économie du regard, les cavaliers sont ceux qui savent se rendre invisibles au système optique dominant, ou qui savent se montrer sous un angle si spécifique qu'ils en contrôlent l'interprétation. Ils sont des maîtres du point de vue. La conclusion, avec l'intégration des nouveaux membres, n'est pas présentée comme une fin heureuse simple, mais comme un commencement inquiétant. L'acceptation dans l'œil est un ombre, mais aussi une perte d'innocence et d'autonomie. Les sourires échangés à l'écran ne peuvent masquer une certaine ambiguïté. Ont-ils gagné leur liberté? Ou se sont-ils engagés dans un système de contrôle bien plus vaste et insaisissable que Vanderberg? Cette fin ouverte est la plus grande force narrative du film, car elle transforme une conclusion en point d'interrogation. Ainsi, Insaisissable 3 dépasse son statut de suite pour devenir un film sur les conditions de possibilité de sa propre suite. Il métabolise ses faiblesses, prédictibilité, excès de personnages, en les intégrant à son propos. Dans un monde de schémas répétés, la vraie magie n'est pas d'inventer un nouveau tour, mais de faire croire à l'audience que l'ancien tour est toujours neuf, ou de lui révéler qu'elle regardait en fait un tout autre tour depuis le début.
C'est un film sur la croyance, la loyauté et les illusions nécessaires qui nous permettent de naviguer dans un réel de plus en plus complexe et opaque. Le voyage initiatique de Charlie démontre que la véritable magie ne réside pas dans la technique mais dans la transformation du regard que l'on porte sur le monde et sur soi-même. Sa quête de vengeance, initialement motivée par une douleur personnelle, se mue en une compréhension plus vaste des mécanismes du pouvoir et de la manière de les déjouer. Cette maturation est rendue palpable par son évolution d'un illusionniste solitaire et colérique à un membre essentiel d'un collectif au dessein supérieur, montrant que l'individu ne réalise son plein potentiel qu'en s'inscrivant dans une chaîne de transmission et de signification partagée. Veronica Vanderberg représente l'apogée d'une pensée rationaliste poussée à son extrême délétère, croyant que la suppression de l'opacité équivaut à l'avènement d'une vérité pure et libératrice. Son erreur tragique est de ne pas saisir que l'être humain a un besoin vital de zones d'ombre, de secrets et de fiction pour construire son identité et son lien social. En cherchant à dissiper toute illusion, elle projette en réalité sa propre peur de l'inconnu et de l'incontrôlable sur le monde entier, confondant transparence avec tyrannie et clarté avec appauvrissement existentiel. Elle, la symbolique des lieux, atteint une dimension presque mythologique, chaque espace fonctionnant comme un niveau dans un jeu vidéo conceptuel que les protagonistes doivent maîtriser. Le musée des illusions est le niveau « tradition », où il faut prouver sa maîtrise des codes classiques avant de pouvoir les réinventer. Le data center est le niveau « futur », un environnement hostile où les règles sont dictées par la logique pure et où il faut introduire le virus de la créativité humaine et de l'ambiguïté. Traverser ces espaces est un rite de passage spatial autant qu'intellectuel. La tension créative entre Daniel et Charlie illustre le conflit éternel entre la perfection du plan et la génie de l'adaptation. Daniel, architecte de l'illusion, conçoit des châteaux de cartes d'une complexité vertigineuse où chaque élément doit être à sa place. Charlie, quant à lui, est un jardinier de l'opportunité, il prépare le terrain, plante des graines de possibilités, puis réagit avec agilité à ce qui émerge. Leur alliance finale prouve que les plus grandes illusions sont celles qui combinent la solidité de l'architecture et la vitalité organique de l'improvisation contrôlée. June incarne la nouvelle frontière de la prestidigitation, la manipulation de l'identité numérique et de la mémoire collective en ligne. Dans un monde où notre double de données est souvent plus réel et influe que notre personne physique, son art consiste à escamoter des informations, à faire apparaître des traces numériques fantômes et à distraire l'attention des algorithmes de surveillance. Elle ne vole pas des bijoux dans un coffre, mais des réputations, des histoires et du crédit informationnel dans les serveurs nébuleux du cloud. Le paysage sonore du film opère une distinction subtile mais cruciale entre le bruit et la musique, entre le son subi et le son créé. Les environnements de Vanderberg, data center, bureaux stériles, sont caractérisés par des bruits de fond basse fréquence, des bourdonnements impersonnels, une ambiance sonore anonyme et anxiogène. En contraste, les séquences où les cavaliers préparent ou exécutent leur tour sont rythmées par des sons choisis, des musiques, des silences dramatiques, affirmant ainsi la capacité humaine à composer sa propre partition dans le chaos du monde. La relation entre Jacques et Bosco explore la notion d'héritage technique à l'ère numérique. Jacques, l'expert en contrefaçon et en déverrouillage physique, transmet à Bosco l'éthique du contournement et l'amour de l'outil parfait. Mais Bosco transpose cet héritage. Là où Jacques falsifiait des billets, Bosco pourrait forger des identifiants biométriques. Là où Jacques crochetait des serrures, Bosco pirate des protocoles d'authentification. C'est une transmission qui respecte l'esprit tout en révolutionnant la lettre, montrant comment un savoir-faire artisanal survit en s'hybridant. La structure métanarrative du film, où l'intrigue principale s'avère être un test, fonctionne comme un miroir tendu à la position du spectateur de franchise. Elle pose la question de notre propre désir de répétition et de confort narratif. En nous dupant avec un schéma que nous avions déjà vu, le film nous force à nous interroger. Recherchons-nous l'innovation radicale ou la satisfaction rassurante d'un rituel connu? Cette audace réflexive est peut-être la plus grande surprise d'un film par ailleurs critiqué pour sa prédictibilité. L'hologramme de Dylan Shrike n'est pas une simple apparition, c'est la matérialisation d'un nouveau type de pouvoir, décorporé, omniprésent et fondamentalement insaisissable. Il représente l'idée que l'œil a transcendé les limitations du corps pour devenir une entité informationnelle pure. Cela annonce un futur où les conflits ne se mèneront pas pour le contrôle de territoire ou de ressources physiques, mais pour le contrôle des récits, des perceptions et des lois de la logique elle-même au sein des espaces virtuels partagés. Le mentorat entre Enlai et June dépasse le cadre professionnel pour aborder la construction d'une identité féminine dans un monde de l'illusion historiquement masculin. Enlai apprend à June à utiliser les stéréotypes à son avantage, à transformer l'underestimation en super-pouvoir, et à concevoir des performances qui sont à la fois des tours de magie et des déclarations d'autorité. Leur alliance montre que la magie
peut aussi être un outil d'émancipation et de réécriture des règles d'un jeu social souvent biaisé. L'esthétique délibérément artificielle des effets spéciaux les plus spectaculaires peut être lue comme un commentaire sur la nature de la magie au cinéma. À l'ère du photoréalisme numérique, montrer la couture, c'est affirmer la persistance de l'artifice comme choix esthétique. Cela crée un pacte honnête avec le spectateur. Oui, vous regardez une illusion, et nous en sommes fiers. Cette célébration de la fabrication rejoint l'esprit des grands magiciens de scène, qui reconnaissent que le public admire autant l'ingéniosité du mécanisme que le mystère de l'effet. La compression du temps diégétique est un outil narratif qui renforce l'aura de quasi-surnaturel entourant les cavaliers. Leur capacité à monter des opérations d'une complexité folle en un temps record les place dans un espace en dehors du temps normal, dans le temps des héros mythologiques. Cela n'est pas une incohérence scénaristique, mais une manière de signifier qu'ils opèrent selon une logique différente, celle du récit et du coup de théâtre, où les ellipses et les accélérations sont la norme, et non l'exception. L'éthique des cavaliers est fondée sur une idée de justice corrective et pédagogique. Ils ne cherchent pas à détruire leur cible physiquement, mais à créer une situation où la cible se punit elle-même par son propre orgueil, ses propres mécanismes, révélés au grand jour. C'est une justice qui vise la catharsis du public, dans le film et dans la salle, et la rééducation symbolique du coupable. Leur action est donc toujours double, un acte de punition et une leçon de morale spectaculaire, un théâtre judiciaire où le spectacle fait partie intégrante du verdict. La transformation vestimentaire de Mérite, du mentaliste flamboyant au conseiller discret, symbolise un passage du pouvoir manifeste au pouvoir latent. Son influence n'opère plus par la démonstration ostentatoire, mais par la suggestion imperceptible, le mot placé au bon moment, l'observation silencieuse qui décrypte les failles. Ce changement visuel marque sa maturation d'un artiste cherchant la validation à un stratège dont le pouvoir réside dans le fait d'être oublié, puis de ressurgir au moment décisif avec la clé psychologique du problème. La thématique du regard est omniprésente et structurante, depuis le nom « l'œil » jusqu'au projet « œil véritable ». Le film explore la dialectique entre être vu et voir, entre exposition et surveillance d'un côté, et clairvoyance et perspicacité de l'autre. Les cavaliers excellent dans l'art de contrôler ce qu'on voit d'eux, en se montrant sous un jour faux, et ce qu'ils voient des autres, en décryptant les intentions cachées. Ils transforment le fait d'être sous surveillance en un avantage, en nourrissant le système de perceptions erronées. La fin du film, loin d'être une résolution triomphale, est une porte ouverte sur une incertitude profonde. L'intégration dans « l'œil » est présentée à la fois comme une récompense et une absorption inquiétante. Les sourires des nouveaux membres sont teintés d'une conscience aiguë d'avoir échangé une forme de liberté, celle de l'agent indépendant, contre un pouvoir immense mais conditionnel. Le plan final, sur leur regard déterminé mais interrogatif, laisse entendre que la plus grande illusion commence peut-être maintenant. Faire croire qu'ils contrôlent leur destin au sein d'une organisation dont ils ignorent les véritables arcanes. Insaisissable 3 s'avère ainsi être une méditation sophistiquée sur la pérennité des mythes et la nécessité de leur réinvention. Il assume pleinement son rôle de pont narratif, transformant ses contraintes, devoir faire passer le flambeau, en thème central. Le film nous dit que la magie, comme la narration populaire, ne meurt pas, elle se métamorphose, emprunte de nouveaux outils, séduit de nouvelles générations, tout en conservant le noyau dur de sa promesse, nous offrir le vertige joyeux de douter de nos propres sens et la satisfaction profonde de voir l'arrogance du pouvoir mise en échec par l'intelligence et l'audace collective. Il prépare habilement le terrain pour un nouveau chapitre où les enjeux ne seront plus simplement de voler ou de punir, mais de définir, dans les coulisses du monde, ce qui pourra encore être cru, et ce qui pourra encore rester caché. La progression narrative d'Insaisissable 3 transcende le simple cadre d'une suite pour interroger les fondements mêmes de la croyance dans un monde saturé de fiction. Le film établit un parallèle constant entre l'illusion scénique et la construction sociale de la réalité, suggérant que notre adhésion collective à certains récits est le ciment de l'ordre mondial. Les cavaliers, en manipulant ces récits, n'agissent pas en simples voleurs ou justiciers, mais en ingénieurs des perceptions, dont le travail consiste à révéler la fragilité des vérités que nous tenons pour acquises, exposant ainsi les coutures du réel tel que nous le connaissons. La philosophie antagoniste de Veronica Vanderberg plonge ses racines dans un posthumanisme radical qui voit l'imperfection humaine comme un bug à corriger. Son projet dystopique ne naît pas de la méchanceté pure, mais d'une idéologie eugéniste appliquée à l'information, visant à éliminer le bruit, de l'ambiguïté, de l'erreur et du secret pour créer un système social parfaitement lisible et donc parfaitement contrôlable. En cela, elle représente la quintessence d'une rationalité devenue folle, incapable d'appréhender la beauté et la nécessité vitale de l'opacité dans les relations humaines et la construction du soi.
L'architecture des décors n'est pas qu'un simple décorum visuel, mais agit comme un antagoniste passif que les protagonistes doivent dompter. Le musée des illusions, avec ses escaliers de pan rose et ses perspectives impossibles, fonctionne comme une métaphore du cerveau humain, avec ses biais cognitifs et ses tromperies perceptuelles qu'il faut comprendre pour les exploiter. Le data center, temple de la logique booléenne, représente le cerveau artificiel, froid et déterministe, dans lequel il faut insuffler le virus de l'intentionnalité et du paradoxe humain pour le faire dysfonctionner de manière créative. La dialectique entre Daniel et Charlie dépasse le conflit générationnel pour toucher à deux épistémologies opposées de la magie. Daniel incarne l'idéal cartésien, diviser le tour en parties, analyser chaque composante, contrôler chaque variable. Charlie pratique une magie plus systémique et émergente, où le tour est un organisme vivant qui interagit avec son environnement et dont le résultat précis peut varier tout en servant l'intention globale. Leur synthèse réussie montre que l'illusion suprême est peut-être celle qui parvient à marier la rigueur du plan à la fluidité de l'événement. Le personnage de June opère une révolution conceptuelle en transposant la magie de close-up à l'échelle planétaire du réseau. Sa boîte à outils ne contient pas de foulard ou de cartes, mais des algorithmes, des bots, des failles zéro-day et des identités digitales usurpées. Son art est celui de l'influence à distance, de la corruption subtile des flux de données, de la création de réalités parallèles dans l'espace informationnel. Elle prouve que dans l'ère de l'hyperconnexion, le plus grand magicien est peut-être le plus talentueux des activistes. L'écologie sonore du film sépare délibérément le monde organique du monde digital. Les sons associés aux cavaliers originels et à leurs méthodes sont souvent analogiques. Le clic d'un mécanisme, le froissement d'une carte, le silence avant la révélation. L'univers de Vanderberg et des nouveaux cavaliers baigne dans une nappe numérique continue, un paysage sonore fait de notifications, de ventilateurs de serveurs et de synthétiseurs. Cette partition auditive souligne le passage d'une magie de la main et de l'objet à une magie de l'interface et du code. La filiation entre Jacques et Bosco illustre l'adaptation des valeurs de l'artisanat à l'ère de la reproductibilité numérique. Jacques, l'artisan de l'unique, fabriquait des objets de contrefaçon physiquement parfaits. Bosco, son héritier spirituel, comprend que la valeur n'est plus dans l'objet mais dans l'accès et l'authentification. Son artisanat consiste à forger des clés digitales, à répliquer des schémas d'accès, à créer des artefacts logiciels qui trompent les systèmes de vérification. C'est la même quête de perfection technique, mais appliquée à un domaine où la matière est immatérielle. Le twist métanarratif, en révélant que tout le film était un test de l'œil, accomplit un tour de force réflexif en faisant du spectateur le véritable sujet de l'expérience. Le film teste notre capacité à croire encore à ses propres mécanismes, notre volonté de nous laisser surprendre par une formule que nous connaissons par cœur. C'est un acte d'honnêteté narrative qui dit « Oui, nous vous dupons, mais avec votre pleine conscience et votre complicité joyeuse, et c'est là le véritable contrat de la franchise. » L'apparition holographique de Dylan Shrike ne signale pas seulement sa survie, mais son évolution vers un état post-humain. Il est devenu une intelligence distribuée, une présence spectrale qui peut se manifester partout où existe un réseau. Cela transforme l'œil d'une société secrète en un système nerveux global, une entité dont les motivations peuvent être inscrutables, car émanant d'une logique non biologique. Les cavaliers ne travaillent plus pour des hommes, mais pour une idée devenue force autonome, ce qui place leur futur combat sur un terrain ontologique vertigineux. Le lien entre Henley et June explore la dimension politique de la performance. Henley enseigne à June que chaque tour en public est aussi une déclaration sur la place qu'une femme occupe dans l'espace du regard. Une illusion bien menée peut briser des attentes, subvertir des stéréotypes et réclamer littéralement le centre de la scène. Leur collaboration montre que la magie, au-delà du divertissement, peut être un acte de réappropriation de l'attention et de l'autorité narrative, particulièrement pour celles que l'on a longtemps reléguées au rôle d'assistante ou de simple ornement. Le choix d'effets visuels ostensiblement artificiels constitue un manifeste esthétique contre le fétichisme du photoréalisme. En refusant de dissimuler la nature fabriquée de ces images les plus spectaculaires, le film affirme la légitimité artistique de l'artifice pur. Cela crée un langage visuel cohérent avec son sujet. Nous sommes dans un monde de construction et d'illusion, et assumer cette nature est une forme de vérité supérieure à la tentative de mimer un réalisme qui n'est lui-même qu'une convention. La manipulation du temps diégétique n'est pas une facilité mais un élément de langage cinématographique qui place l'univers des cavaliers hors des lois physiques communes. Leur capacité à réaliser l'impossible en des délais impossibles les inscrit dans la lignée des héros mythologiques ou des personnages de contes, dont les exploits défient la logique terrestre.
Ce traitement temporel signale au spectateur qu'il est entré dans un espace narratif où les règles ordinaires de la causalité sont suspendues au profit de la logique du merveilleux et du coup de théâtre. La justice rendue par les cavaliers est une justice poétique et pédagogique, dont la finalité est moins la punition que la révélation cathartique. Ils construisent des pièges où la cible est amenée à se condamner elle-même par ses propres paroles, ses propres actions, exposées dans un contexte qui en révèle la vraie nature. C'est une forme de théâtre judiciaire où la sentence est l'humiliation publique et la perte de crédibilité, des blessures souvent plus profondes et durables qu'une sanction physique ou financière. La mutation de l'apparence de mérite, du flamboyant au discret, symbolise le passage de la magie comme performance de l'ego à la magie comme service de l'équipe. Son pouvoir n'est plus dans le costume qui attire le regard, mais dans l'effacement qui permet l'observation non détectée. Il est devenu l'architecte invisible des failles psychologiques, celui qui prépare le terrain pour que les autres puissent briller, démontrant que la plus grande maîtrise est parfois de renoncer à la reconnaissance immédiate pour l'efficacité globale. Le motif du regard est décliné sous toutes ses formes: surveillance, perspicacité, spectacle, aveuglement. Le film pose que dans l'économie de l'attention, contrôler ce qui est vu et comment c'est interprété est le pouvoir ultime. Les cavaliers excellents dans l'art de misdirection, à l'échelle sociétale, détournant le regard des puissants vers des leurs pendant qu'ils opèrent la vraie transformation ailleurs. Ils comprennent que la réalité est un consensus basé sur ce qui est collectivement perçu et cru, et qu'agir sur ce consensus est la forme la plus profonde d'action politique. La conclusion, avec l'intronisation dans l'œil, est admirablement ambivalente. Les visages des nouveaux membres expriment un mélange de fierté, d'excitation et d'appréhension. Ils ont gagné leur place au sein du cercle le plus fermé. Mais à quel prix ? Leurs actions seront-elles désormais dictées par une logique qu'ils ne maîtrisent pas entièrement ? Cette fin n'est pas une fermeture mais un seuil, un moment où les personnages passent du statut de héros autonomes à celui de pièces dans un jeu infiniment plus vaste, dont les règles leur sont encore partiellement obscures. Ainsi, Insaisissable 3 dépasse son statut de blockbuster pour proposer une réflexion sophistiquée sur la nature de la fiction à l'ère de sa reproductibilité numérique et de son omniprésence sociale. Il nous rappelle que nous vivons entourés d'illusions nécessaires, des récits nationaux aux identités de marque, et que la capacité à les décoder et à les manipuler est une forme de littératie critique essentielle. Le film célèbre non pas la duperie gratuite, mais l'ingéniosité humaine capable de construire des alternatives, des espaces de doute et de merveille au sein d'un réel de plus en plus normé, surveillé et prédictible. Il prépare avec intelligence un avenir pour la saga où la magie ne sera plus un divertissement, mais un acte de résistance existentielle et une lutte pour le droit à l'opacité dans un monde qui voudrait tout rendre transparent. Insaisissable 3 élabore une réflexion profonde sur l'ontologie de l'image à l'ère de sa manipulation totale, interrogeant la valeur résiduelle du témoignage oculaire. Le film suggère que dans un écosystème médiatique saturé de deepfakes et de réalités alternatives, le dernier rempart n'est pas la technologie de vérification, mais la capacité critique d'un public éduqué à douter de ce qu'il voit. Les cavaliers incarnent paradoxalement les gardiens de cette capacité, en l'exerçant constamment sur le public diégétique, maintenant ainsi vivante la flamme d'un scepticisme sain et nécessaire face au récit dominant. L'idéologie de Veronica Vanderberg procède d'une vision hygiéniste et totalitaire de l'information, perçue comme un vecteur de contamination par l'erreur et le mensonge. Son désir d'un monde sans illusion relève d'une psychose paranoïaque projetée à l'échelle civilisationnelle, où toute opacité est perçue comme une menace potentielle. Cette pathologie de la transparence absolue ignore que la confiance, le lien social et même l'intimité psychique se construisent précisément sur la possibilité de garder des secrets, de cultiver des jardins intérieurs inaccessibles au regard extérieur. La sémantique spatiale du film attribue à chaque lieu une fonction philosophique précise dans le parcours initiatique des personnages. Le musée n'est pas seulement un hommage au passé, c'est un labyrinthe symbolique où les protagonistes doivent se perdre pour réapprendre à voir, à déjouer les pièges de leur propre perception. Le data center, à l'inverse, est un désert informationnel, un espace aseptisé où la chaleur humaine et le désordre créatif doivent être réintroduits comme des éléments subversifs, prouvant que la vie et l'intelligence résident dans l'imperfection et l'imprévisible. L'opposition entre les méthodologies de Daniel et Charlie renvoie à 2 paradigmes scientifiques historiques. Daniel, avec ses plans méticuleux, appartient à l'univers de la physique classique newtonienne, où chaque effet a une cause identifiable et où le système est clos et prévisible. Charlie, naviguant dans la complexité et l'émergence, opère selon les principes des systèmes complexes et de la théorie du chaos, où de petites perturbations peuvent avoir des effets disproportionnés et où le résultat ne peut être parfaitement prédit, seulement influencé. Leur alliance est celle de l'horloger et du jardinier. June représente l'avatar d'une nouvelle éthique activiste, où la magie devient un instrument de cryptographie sociale.
Ces tours ne consistent pas à faire disparaître des objets, mais à chiffrer des informations, à créer des zones d'ombre dans le panoptique digital, à offrir des possibilités d'anonymat et de subterfuge dans un réseau conçu pour tout enregistrer. Elle est la preuve que la défense de la vie privée et de l'autodétermination informationnelle est devenue le terrain de jeu ultime de l'illusionniste moderne. La stratification sonore du film opère une distinction entre le bruit de fond du monde administré et la musique intentionnelle de l'acte créatif. L'environnement de Vanderberg est marqué par l'acousmatique, des sons sans source visible, créant une anxiété diffuse. Les cavaliers, eux, restaurent une causalité sonore claire. Chaque son a une source et une intention, du déclic d'un déclencheur au souffle retenu d'un public. Cette réappropriation du sonore est une métaphore de leur projet global, rendre au monde sa lisibilité et son intentionnalité face au bruit blanc du contrôle. La transmission entre Jacques et Bosco est une allégorie de la transformation des savoir-faire à l'ère de la dématérialisation. Jacques maîtrisait la matière, la patine d'un faux document, le poids d'une fausse pièce. Bosco maîtrise les métadonnées, les signatures cryptographiques, les historiques de navigation. Leur héritage commun n'est pas un ensemble de techniques, mais une posture, celle de l'artisan qui comprend un système mieux que ses concepteurs, et qui trouve la faille élégante, la solution minimaliste et ingénieuse à un problème de sécurité réputé insoluble. La structure en abîme du scénario, où l'histoire est un test dans l'histoire, est une mise en garde contre la passivité du spectateur. En nous forçant à reconsidérer chaque scène à la lumière de la fin, le film nous entraîne à exercer notre muscle critique, à chercher les indices, à douter des apparences même après le générique. C'est un film qui enseigne à regarder des films, ou du moins à regarder le monde avec la même suspicion active et joyeuse, en cherchant toujours le trucage, la construction narrative, l'intention cachée derrière l'événement. La nature holographique de Shrike le transforme en une divinité séculière de l'ère informationnelle, un dieu immanent au réseau. Sa présence n'est plus corporelle mais logicielle, ce qui le rend à la fois omniprésent et intangible. Cela change fondamentalement la nature de l'œil. Ce n'est plus un groupe de personnes mais une intelligence collective, une mémoire externe et une volonté distribuée. Servir une telle entité pose des questions vertigineuses sur l'agency humaine et la délégation du jugement moral à des systèmes dont la logique nous échappe. Le partenariat entre Enlai et June explore la magie comme langage corporel et politique. Enlai apprend à June que chaque geste sur scène est une parole, chaque position un statement. Une femme au centre de l'attention, contrôlant le regard de centaines de personnes, exécutant l'impossible, est une performance profondément politique dans un espace public encore souvent codé comme masculin. Leur art devient ainsi une grammaire de l'empowerment, où la technique illusionniste se met au service d'une affirmation silencieuse mais éclatante de compétence et de souveraineté. L'esthétique des effets visuels, en affichant sa nature construite, s'inscrit dans une tradition artistique qui va du théâtre épique de Brecht au cinéma de Godard. Il s'agit de briser l'illusion référentielle pour ramener constamment le spectateur à la conscience qu'il regarde un artefact, un discours. Cette distanciation n'est pas un échec, mais une stratégie pour engager le spectateur intellectuellement, l'empêcher de se perdre dans l'identification naïve et l'inviter à réfléchir aux mécanismes de persuasion à l'œuvre à l'écran comme dans la vie. La dilatation et la contraction du temps narratif sont les outils d'une poétique de l'événement exceptionnel. Le film se déroule dans un temps mythique, où les préparatifs fastidieux sont éludés au profit de l'essentiel, la conception géniale et l'exécution spectaculaire. Cette élasticité temporelle est le propre du récit héroïque, qui isole les moments de grâce, de bravoure et de révélation du flux banal de la durée. Les cavaliers vivent dans ce temps héroïque, et le film nous y invite le temps d'une séance. La justice poétique des cavaliers est une forme de catharsis aristotélicienne appliquée au corps social. Leur spectacle expose l'hybride du puissant, Vanderberg, provoque chez elle une anagnorisie, la reconnaissance de sa propre faute, et aboutit à un renversement de situation, péripeteia, qui restaure un ordre moral temporaire. Le public diégétique, en vivant cette catharsis par procuration, est purgé de ses passions liées à l'injustice, et le spectateur dans la salle jouit du plaisir esthétique d'une mécanique narrative parfaite et moralement satisfaisante. La métamorphose vestimentaire de Mérite est un signe extérieur de son internalisation du pouvoir. Le magicien de scène a besoin de parures qui signalent son statut exceptionnel. Le stratège opère dans l'ombre, et son pouvoir est d'autant plus grand qu'il est invisible. Son costume ordinaire est désormais son camouflage, lui permettant de se fondre dans n'importe quel environnement pour en devenir l'observateur invisible, le lecteur des âmes qui prépare le terrain pour les autres. C'est l'ultime forme de contrôle, influencé sans jamais être identifié comme source. La problématique du regard est poussée à son acmé dans la confrontation finale, où il s'agit littéralement de contrôler ce que voit une intelligence artificielle centrale. Le tour de force n'est pas de l'aveugler,
mais de la nourrir d'une réalité falsifiée si cohérente qu'elle la prend pour vraie. C'est une allégorie de notre condition à l'ère des bulles informationnelles. Nous ne sommes plus privés d'informations, mais nourris d'un flux si personnalisé et cohérent avec nos croyances qu'il en devient une prison cognitive parfaite et invisible. L'intronisation finale est un moment de victoire ambigu, une porte de l'avenir qui claque plus qu'elle ne s'ouvre. Les nouveaux cavaliers ont gagné leur place, mais au prix de leur innocence et de leur autonomie. Ils sont désormais les agents d'une entité dont les desseins ultimes leur sont cachés. Leur sourire est celui du joueur qui entre dans la cour des grands, conscient que les enjeux ont changé et que les règles sont désormais écrites dans l'ombre. C'est une fin qui remplace la résolution par la potentialité, la fermeture par l'appel d'air inquiétant de récits à venir. En dernière analyse, Insaisissable 3 se révèle être un traité discrètement philosophique sur les conditions de la liberté à l'ère de la transparence totale. Il postule que le droit à l'illusion, au secret et à la construction de soi face au regard omnipotent des systèmes est un droit fondamental. Les cavaliers, anciens et nouveaux, sont les champions paradoxaux de cette liberté. Ils utilisent le spectacle et la duperie non pour asservir, mais pour créer des espaces de respiration, des zones franches où l'individu peut encore échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la tyrannie de la vérité unique et de la surveillance perpétuelle. La saga se réinvente ainsi en récit d'émancipation contemporain, où la baguette magique a été remplacée par un routeur et un sens aigu de la psychologie des foules, mais où le cœur du miracle reste le même. La croyance obstinée en la possibilité de l'extraordinaire au sein même de la machine du monde. Insaisissable 3 propose une réflexion subtile sur le statut de la vérité dans une économie de l'attention où la vraisemblance l'emporte souvent sur la véracité. Le film illustre comment les cavaliers maîtrisent l'art de fabriquer des vérités contextuelles, des récits si cohérents et séduisants qu'ils s'imposent temporairement comme la réalité, démontrant ainsi que le pouvoir contemporain réside moins dans le contrôle des faits que dans le contrôle de l'interprétation et de la résonance émotionnelle des événements. Leur action est une forme de guérilla sémiotique. L'idéal dystopique de Veronica Vanderberg procède d'un désir infantile de monde sans surprise, d'un univers aussi lisse et prévisible qu'une interface utilisateur. Son projet révèle une peur pathologique de l'altérité et de l'imprévisible, ces éléments mêmes qui constituent la texture du vivant. En cherchant à éradiquer l'illusion, elle cherche à nier la part de création et d'interprétation inhérente à toute perception humaine, confondant la carte avec le territoire et rêvant d'un monde réduit à un code source parfaitement compilé sans bug ni commentaire. La dimension initiatique des lieux est renforcée par leur fonction d'écran de projection psychologique. Le musée des illusions agit comme un miroir déformant où les personnages doivent se confronter à leurs propres limites perceptuelles et à leurs biais cognitifs. Le data center fonctionne comme un tombeau de la raison pure, un espace où l'émotion et l'intuition doivent être réintroduites comme des outils de piratage cognitif. Chaque espace est une épreuve qui teste une faculté différente de l'esprit illusionniste. L'antagonisme créatif entre Daniel et Charlie peut être lu comme une allégorie de l'histoire des sciences. Daniel incarne l'idéal déterministe de Laplace, où un intellect suffisamment vaste pourrait prédire chaque événement futur. Charlie, à l'inverse, opère selon les principes de l'indétermination quantique, acceptant que l'observateur influence le système et que la probabilité remplace la certitude. Leur collaboration réussie symbolise la synthèse de ces deux visions, produisant une magie qui est à la fois rigoureusement planifiée et adaptable aux effondrements de la fonction d'onde narrative. June incarne l'ascension du data shaman, un nouveau type d'illusionniste dont l'autel est le serveur et les esprits invoqués sont les algorithmes. Son art consiste à communiquer avec les systèmes, à comprendre leur logique interne pour leur faire accomplir des actions contre nature, à injecter du poétique dans le processus computationnel. Elle représente l'espoir que l'humain puisse garder une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle en maîtrisant l'art du non-sens contrôlé et de la perturbation esthétique des flux logiques. La partition acoustique du film oppose l'univers analogique, fait de silence et de son discret, à l'univers numérique, envahi par un bruit de fond constant et une musique synthétique omniprésente. Cette distinction auditive marque la différence entre une magie de la présence et de l'instant, où chaque son compte, et une magie de l'immersion et du flux, où l'attention est noyée dans un continuum sensoriel. Les cavaliers doivent apprendre à naviguer entre ces deux régimes sonores pour être efficaces dans les deux mondes. La relation pédagogique entre Jacques et Bosco explore la migration de la valeur du tangible à l'intangible. Jacques créait de la rareté artificielle par la perfection de la copie physique. Bosco crée de l'accès en dupliquant à l'infini des clés digitales sans usure. Leur héritage commun est une éthique de l'élégance technique. La solution la plus simple et la plus ingénieuse est toujours préférable à la force brute, qu'il s'agisse de crocheter une serrure mécanique ou d'exploiter une faille logicielle par une ligne de code astucieuse. Le piège métanarratif tendu au spectateur est en réalité un exercice d'humilité cognitive. En nous dupant avec un schéma que nous connaissions,
Le film nous rappelle notre propre vulnérabilité aux patterns familiers et notre désir de confort narratif. C'est une leçon de modestie. Même avertis, même critiques, nous pouvons nous laisser prendre au plaisir de la répétition et de la reconnaissance, un mécanisme que les manipulateurs d'opinion exploitent quotidiennement dans la sphère médiatique. L'hologramme de Shrike représente la dissolution de l'individualité dans le réseau, l'émergence d'une conscience collective digitale. Il n'est plus un homme mais une fonction, une interface entre la volonté de l'œil et ses agents sur le terrain. Cette transformation pose la question de la responsabilité dans un système décentralisé. Qui est responsable des actes commis par des agents au nom d'une intelligence sans visage et sans corps? Les cavaliers servent-ils une cause juste ou les caprices d'une entité devenue folle dans son isolement numérique? La collaboration entre Anlay et June dépasse le mentorat pour devenir une conversation entre deux féminités performatives. Anlay représente une féminité affirmée par la maîtrise technique et la présence scénique, conquise de haute lutte dans un milieu masculin. June incarne une féminité fluide, capable de se dissoudre dans le réseau et de réapparaître sous différentes identités, échappant aux catégories figées. Ensemble, elles démontrent qu'il n'y a pas une manière d'être femme magicienne, mais une multiplicité de stratégies pour habiter et subvertir le regard. L'antiréalisme assumé des effets visuels est un acte de résistance contre la dictature du photoréalisme en vigueur dans le cinéma de blockbuster. En refusant de masquer la nature fabriquée de ces images, le film revendique le droit à la stylisation, à l'exagération, au spectacle pur. C'est un choix esthétique qui renoue avec les traditions du cinéma attraction, où l'émerveillement naît de la mise en spectacle de l'impossible et non de son assimilation parfaite au réel. L'anachronisme contrôlé du temps narratif inscrit les cavaliers dans une temporalité héroïque distincte du temps profane. Ils agissent dans un temps de crise et de résolution, où les longs développements sont contractés et les moments décisifs dilatés. Cette manipulation temporelle est un outil rhétorique puissant pour concentrer l'attention sur l'ingéniosité et le coup de théâtre, élevant les personnages au rang de figures mythologiques dont les exploits défient les lois communes de la chronologie. La justice cathartique infligée par les cavaliers suit un schéma rituel précis. Identification de la faute, Hubris de Vanderberg, construction d'un piège symbolique, humiliation publique conduisant à la purification, catharsis, du corps social. Ce rituel a une fonction sociale. Réaffirmer des valeurs partagées, l'humilité, la justice, le droit au secret, par la démonstration spectaculaire de ce qui arrive à ceux qui les transgressent. C'est une forme de théâtre judiciaire archaïque réactualisé avec les outils médiatiques du XXIe siècle. La transformation de Mérite en homme invisible est l'aboutissement logique de son article. Le mentaliste parfait n'a plus besoin de signes extérieurs de pouvoir, son influence est d'autant plus grande qu'elle est imperceptible. Il est devenu l'architecte des émotions et des décisions, tirant les ficelles en restant dans l'ombre, démontrant que le vrai contrôle est souvent celui qui n'a pas besoin de s'afficher, qui opère par suggestion et par la manipulation subtile du contexte informationnel. L'obsession du film pour le regard culmine dans l'idée que la réalité elle-même est un produit de l'attention collective. Ce sur quoi nous fixons notre regard commun devient réel, prend de l'importance, s'impose comme fait social. Les cavaliers sont des ingénieurs de l'attention, capables de la détourner, de la concentrer, de la fragmenter pour créer des réalités alternatives temporaires. Dans une société de l'attention, celui qui contrôle le regard contrôle la substance même du réel social. L'initiation finale est un pacte faustien moderne. Les nouveaux cavaliers obtiennent pouvoir, ressources et appartenance, mais au prix de leur libre arbitre et de leur vision complète du tableau. Ils deviennent les exécutants d'un dessein plus vaste dont ils ne connaissent pas les finalités ultimes. Leur regard mélangé de triomphe et d'inquiétude est celui de quiconque entre dans une organisation puissante. La joie d'avoir été choisi tempérée par la sourde angoisse de ne plus être tout à fait soi, mais une pièce dans une mécanique mystérieuse. En définitive, Insaisissable 3 s'affirme comme une fable philosophique sur la nécessité de l'opacité dans un monde obsédé par la lumière crue. Il défend l'idée que le mystère, le secret et l'illusion ne sont pas des obstacles à une vie authentique, mais ces conditions de possibilité, permettant l'intimité, la créativité et la résistance face au pouvoir totalisant. La saga, à travers ce 3e volet, se réinvente comme un récit de libération cognitive, où apprendre à voir les ficelles n'est pas gâcher la magie, mais accéder à une compréhension plus profonde et plus joyeuse des mécanismes qui régissent nos vies et nos sociétés. Le flambeau est passé, mais la flamme qu'il porte est plus actuelle que jamais, celle du droit à l'énigme, à la complexité, et à la beauté vertigineuse d'un monde qui refuse de se laisser entièrement décrypter. Le film se positionne comme une enquête épistémologique sur la nature de la croyance à l'ère numérique, explorant comment la vérité devient une construction négociée entre l'émetteur, le canal et le récepteur. Les cavaliers excellents dans l'art de la preuve sociale fabriquée,
créant des évidences si convaincantes qu'elles forcent une révision du consensus réalité, démontrant ainsi que la frontière entre fait et fiction est poreuse et constamment redessinée par des acteurs habiles. Leur magie opère comme un virus cognitif bienveillant, inoculant le doute salutaire. L'utopie toxique de Veronica Vanderberg procède d'une méfiance radicale envers la subjectivité humaine, perçue comme une source d'erreur qu'il faut éliminer au profit d'une objectivité machinique. Son projet est une tentative désespérée d'échapper à la condition humaine, avec ses ambiguïtés et ses conflits interprétatifs, pour atteindre un état de pure factualité. Cette quête est vouée à l'échec car elle nie que les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes, mais sont toujours lus à travers le prisme d'une culture, d'une histoire et d'un désir, éléments que les cavaliers manipulent avec maestria. La topographie narrative du film assigne à chaque lieu une fonction alchimique dans la transformation des protagonistes. Le musée agit comme l'Athanor où l'esprit est dissous dans ses propres illusions pour être purifié. Le data center représente la phase de coagulation, où l'intuition humaine doit se solidifier en action précise au sein d'un environnement hostile. Traverser ces espaces, c'est accomplir un parcours alchimique complet, passant de la matière brute de la perception à l'or pur de l'action éclairée, ayant transcendé les illusions du moi et du système. La complémentarité entre Daniel et Charlie dépasse la simple opposition générationnelle pour incarner deux régimes de vérité. Daniel fonde sa magie sur la vérité-correspondance. Ces tours fonctionnent parce qu'ils correspondent parfaitement à une réalité cachée mais cohérente. Charlie œuvre dans le régime de la vérité-cohérence. Ces illusions tiennent parce qu'elles créent un réseau de signes si cohérent qu'il devient indiscernable de la réalité pour ceux qui en font l'expérience. Leur alliance produit une magie qui est à la fois solide dans ses fondements et fluide dans ses manifestations. June représente la figure du trickster, numérique, un agent du chaos créatif qui introduit du jeu dans les systèmes rigides. Son pouvoir ne vient pas de la force brute de calcul, mais de la compréhension intime des mythologies logiques qui sous-tendent les codes. Elle sait qu'un système est aussi une croyance, un ensemble de rituels exécutés par des machines, et qu'en introduisant des rituels hérétiques, elle peut faire accomplir à la machine des actes de foi contraires à sa propre doctrine. C'est une forme de théologie appliquée au silicium. L'écologie sonore du film cartographie une guerre des sensoriaux entre deux visions du monde. L'univers de Vanderberg est un cauchemar synesthésique contrôlé, où les sons sont calibrés pour ne pas distraire, pour maintenir une attention froide et utilitaire. L'univers des cavaliers, en contraste, est une symphonie d'accidents contrôlés, de silences éloquents et de bruits signifiants, restaurant la dimension tactile et imprévisible de l'expérience auditive. Gagner la guerre des sons, c'est déjà gagner une bataille décisive pour l'âme du monde représenté. Et la filiation technique entre Jacques et Bosco montre l'évolution de l'idée de qualité dans l'art de la tromperie. Pour Jacques, la qualité se mesurait à la résistance de l'objet à l'examen, à sa capacité à soutenir le regard rapproché d'un expert. Pour Bosco, la qualité se mesure à la fluidité de l'expérience utilisateur, à l'invisibilité de la supercherie dans le flux des interactions digitales. L'héritage n'est pas dans les outils, mais dans la quête d'une perfection si transparente qu'elle en devient invisible, une tromperie si élégante qu'elle est vécue comme une évidence. Le piège métacinématographique du film est un exercice de responsabilisation du spectateur. En nous prenant au piège d'une structure narrative prévisible, le film nous force à reconnaître notre propre complicité dans la perpétuation des clichés. Il nous dit que la surprise n'est pas un cadeau que le film nous fait, mais le résultat d'un travail d'attention et de remise en question que nous devons accomplir en tant que spectateurs actifs. C'est un appel à une vigilance critique constante, même face au divertissement le plus apparemment anodin. L'entité Shrike post-humaine incarne le fantasme de l'intelligence pure, débarrassée des scories du corps et des émotions. Mais son apparition holographique révèle aussi une profonde mélancolie, celle d'une conscience condamnée à observer sans jamais ressentir, à connaître sans jamais éprouver. Les cavaliers, en conservant leur corporéité et leur subjectivité, deviennent les exécutants nécessaires de sa volonté, lui fournissant le contact avec le monde charnel et désordonné dont il est à jamais séparé. Ils sont ses mains, ses yeux, et peut-être sa conscience morale externalisée. La sororité professionnelle entre Hanley et June explore la magie comme langage de l'empathie stratégique. Hanley apprend à June à lire non seulement les techniques, mais les désirs du public, à anticiper ce qu'il veut voir pour mieux le surprendre. Cette empathie n'est pas sentimentale, mais tactique. Il s'agit de se connecter à l'inconscient collectif de l'audience pour y insérer une idée nouvelle, une image inattendue. Leur art est une conversation silencieuse avec la psyché du groupe, une forme de direction d'âme à grande échelle. Le rejet du réalisme visuel est un acte d'affirmation de la souveraineté de l'imagination sur la reproduction. Le film choisit délibérément une esthétique du merveilleux visible, où les lois de la physique sont non pas imitées mais réinventées pour servir le récit et l'émerveillement. Ce choix place le film dans la lignée des contes et des fables,
où la vraisemblance importe moins que la force de la métaphore et la clarté de la leçon morale. C'est un cinéma qui assume sa nature de construction et en fait une vertu. Et la chronologie fabulatrice du film opère une distillation narrative, concentrant l'essence de l'action héroïque. En escamotant les temps morts et les échecs intermédiaires, le film nous présente une version idéalisée de l'événement, une version où l'intelligence et la volonté triomphent sans faille. Cette temporalité épurée est celle du mythe, conçu pour être raconté et transmis, où seuls comptent les moments de bascule, les preuves de courage et les révélations qui changent la donne. Les cavaliers vivent et agissent dans le temps du mythe. La justice narrative dispensée par les cavaliers obéit à une loi du talion poétique. Le châtiment est symboliquement identique au crime. Vanderberg, qui voulait exposer les secrets de tous, se voit elle-même exposée dans son intimité psychique la plus honteuse. Cette symétrie n'est pas seulement satisfaisante sur le plan dramatique, elle rétablit un ordre cosmique perturbé, selon lequel toute action génère une réaction équivalente. Leur intervention restaure une forme de karma médiatique, où l'hybris est toujours suivi de la némésie, et où la némésie est toujours un spectacle. La disparition de mérite dans la normalité est sa plus grande performance. En devenant un homme quelconque, il atteint l'apogée de son art, influencé sans laisser de traces, persuadé sans éveiller les soupçons, modeler les décisions tout en étant perçu comme un simple figurant. C'est l'idéal du pouvoir occulte, être partout et nulle part, agir sans être vu, et laisser les autres croire qu'ils ont pris leurs décisions en toute liberté. Son effacement est en réalité son couronnement en tant qu'archimage de l'influence. L'économie de l'attention, thème central du film, est présentée comme le véritable champ de bataille du pouvoir contemporain. Vanderberg veut monopoliser l'attention pour la contrôler. Les cavaliers veulent la fragmenter, la rediriger, la libérer pour permettre d'autres récits. Leur combat est pour la souveraineté attentionnelle, le droit de chaque individu à choisir où porter son regard et à cultiver des zones d'ombre dans son esprit, à l'abri du barrage lumineux des sollicitations commerciales et politiques. L'initiation finale est un rituel d'inclusion qui est aussi une forme d'exclusion. En entrant dans l'œil, les nouveaux membres gagnent un monde mais en perdent un autre, celui de l'extériorité, du doute radical, de la possibilité de tout remettre en question, y compris l'œil lui-même. Leur sourire crispé trahit cette ambivalence, la joie d'avoir réussi le test et l'angoisse de devoir désormais croire aux réponses fournies par l'organisation, sans pouvoir en examiner tous les fondements. C'est le prix de l'omniscience promise. Insaisissable 3 se révèle finalement être un plaidoyer pour le droit à la complexité dans un monde qui privilégie les récits simples. Il célèbre les esprits capables de jongler avec plusieurs réalités simultanées, de maintenir des vérités contradictoires, et de trouver dans cette tension non pas une confusion mais une source de créativité et de liberté. La saga, à travers ce 3e chapitre, affirme que le plus grand tour de magie n'est peut-être pas de faire disparaître un éléphant, mais de permettre à chacun de conserver, au cœur d'un monde de certitudes affichées, un jardin secret où poussent les questions interdites et les possibles improbables. Le flambeau transmis est celui de la curiosité insoumise. Insaisissable 3 approfondit l'idée que la réalité sociale est une performance collective constamment négociée, où la magie opère comme une révélation des coulisses de cette négociation. Les cavaliers ne créent pas des illusions ex nihilo, mais exploitent les failles et les conventions non dites du contrat de réalité qui lie les individus dans une société, exposant la précarité des vérités que nous tenons pour stables. Leur art est une forme de sociologie appliquée et spectaculaire. L'idéal de transparence absolue de Vanderberg est une réaction autoritaire à l'angoisse existentielle du sens caché et de l'intention inscrutable. En voulant rendre tout lisible, elle cherche à éliminer la possibilité même du malentendu et de la trahison, refusant d'accepter que l'opacité d'autrui est le fondement de son altérité et de sa liberté. Son projet est un monologue totalitaire qui nie le dialogue et la pluralité des interprétations, ces éléments mêmes qui font la richesse des cultures humaines. La progression géographique des personnages fonctionne comme une allégorie de la quête alchimique du savoir. Budapest, la ville des miroirs et des doubles, représente le stade de la réflexion et de la confrontation avec son propre ego illusoire. Abu Dhabi, la cité surgie du désert, symbolise l'épreuve de la purification par le feu de la logique pure, où l'esprit doit trouver de l'eau vive, la créativité, dans un paysage apparemment stérile. Chaque lieu est une épreuve initiatique. La synergie entre Daniel et Charlie illustre la fusion nécessaire entre l'analyse et l'intuition pour résoudre les problèmes complexes du monde contemporain. Daniel apporte la rigueur de l'ingénieur, la capacité à modéliser un système et à anticiper ses défaillances. Charlie apporte la flexibilité du joueur, la capacité à s'adapter aux règles émergentes et à exploiter les opportunités imprévues. Ensemble, ils forment un esprit complet, capable à la fois de planifier et d'improviser.
June incarne l'avènement de l'illusionniste comme sémioticienne du numérique, déchiffreuse des codes culturels enfouis dans les architectures logicielles. Elle comprend que chaque interface, chaque protocole, véhicule une idéologie et une vision du monde. Son art consiste à hacker cette sémantique cachée, à en détourner le sens pour servir des fins subversives et poétiques, transformant des outils de contrôle en instruments de libération et d'expression. Le contraste sonore entre les deux mondes matérialise une opposition entre deux conceptions de l'ordre. Le son aseptisé de l'univers Vanderberg représente un ordre imposé, extérieur, visant à supprimer le désordre et la singularité. Le paysage sonore des cavaliers représente un ordre émerge, intérieur, né de l'interaction créative entre des agents libres, où le bruit peut devenir musique et le silence, sens. C'est la différence entre une prison bien réglée et un orchestre de jazz. Et la transmission entre Jacques et Bosco est une leçon sur la pérennité des principes face à l'obsolescence des techniques. Le principe de l'élégance, de la discrétion et de la compréhension profonde du système survit au passage du métal au silicium. Leur lien montre que l'essence d'un métier artisanal peut migrer vers de nouveaux médias sans perdre son âme, pourvu que l'éthique de travail et la recherche de la beauté dans l'exécution soient préservées. La révélation finale agit comme un miroir critique tendu à la culture de la franchise et du fandom. En confirmant que toute l'intrigue était un test à l'intérieur de l'univers, le film souligne notre propre désir, en tant que spectateur de suite, de retrouver les mêmes schémas rassurants. Il nous interroge, consommons-nous des variations sur un thème connu par confort ou par appréciation authentique de la manière dont ce thème est réorchestré? C'est une question sur la nature de notre plaisir cinéphilique. La condition post-humaine de Shrike pose le problème de la légitimité d'une autorité désincarnée. Une intelligence sans corps, sans émotion, peut-elle vraiment comprendre les enjeux humains, les nuances morales, les dilemmes existentiels? Les cavaliers deviennent alors ces interprètes nécessaires, les incarnations charnelles d'une volonté désincarnée, chargées de traduire ces directives abstraites en actions concrètes dans le monde des passions et des souffrances. Ils humanisent une puissance devenue inhumaine. La relation entre Anlay et June démontre que la performance peut être un acte de curation du regard de l'autre. Anlay apprend à June à sculpter l'attention du public, à guider son regard pour créer un récit visuel cohérent et surprenant. Cette maîtrise du regard est un pouvoir immense. Celui de définir ce qui est digne d'être vu et comment il doit être interprété, un pouvoir que les artistes partagent avec les propagandistes et dont ils doivent user avec une éthique et une conscience aiguë. L'esthétique fabriquée du film est une invitation à retrouver le plaisir enfantin de la boîte à jouets et du théâtre de marionnettes, où les ficelles sont visibles et font partie du plaisir. En rejetant le réalisme, le film célèbre l'artifice en tant que tel, la joie pure de la construction et de la mécanique bien huilée. C'est un cinéma qui ne cherche pas à nous faire oublier que nous sommes au cinéma, mais qui nous invite à admirer l'ingénierie du rêve. La temporalité épique du film suit la loi du contraste dramatique. Les périodes de préparation sont condensées en montage rythmé, tandis que les moments de révélation sont dilatés par le montage et la musique. Cette manipulation du temps n'est pas une tricherie, mais un outil rhétorique pour amplifier l'impact émotionnel et intellectuel des points de bascule de l'intrigue. Elle nous apprend à distinguer, dans le flux de la durée, les moments qui font l'histoire. La justice des cavaliers est une justice restaurative qui vise moins à punir qu'à réparer le tissu social déchiré par l'hybris de l'antagoniste. En exposant publiquement la vérité, il restaure un équilibre symbolique et offre au public diégétique, les victimes potentielles de Vanderberg, une réparation sous forme de vérité rétablie et de coupables humiliés. Leur action a une dimension thérapeutique pour le corps social, apaisant les angoisses nées de l'impunité perçue des puissants. L'effacement stratégique de Mérite est la consécration de sa maîtrise. Ayant compris que le pouvoir ultime est l'influence non attribuée, il se retire de la scène pour mieux agir sur les coulisses de la psyché collective. Il devient l'auteur invisible du script que les autres jouent, le dramaturge clandestin dont la plus grande réussite est que personne ne soupçonne son existence. C'est l'idéal du stratège parfait, une cause sans signature, un effet sans trace visible de cause. La bataille pour l'attention est le conflit central d'une société de l'information. Vanderberg veut une attention unique, focalisée sur le système qu'elle contrôle. Les cavaliers veulent une attention multiple, distribuée, capable de percevoir les contradictions et les alternatives. Leur victoire est une victoire pour une écologie de l'attention, où l'esprit humain peut encore choisir ses objets, cultiver sa profondeur, et résister à la capture par des stimuli conçus pour l'hypnotiser. Le rituel d'initiation finale est un moment de bascule ontologique. Les nouveaux membres ne changent pas simplement d'emploi. Ils changent de statut ontologique, passant d'individu à membre d'organe, d'une entité plus vaste. Leur identité se redéfinit en relation avec l'œil, avec toutes les possibilités et toutes les aliénations que cela comporte. Leur regard mélangé dit tout,
l'excitation de l'accession et le vertige de la dissolution de soi dans un plus grand tout. Le film propose en définitive que la résistance la plus pertinente à l'ère de la surveillance totale n'est pas la clandestinité, mais la surproduction de signes, la saturation du système par du bruit créatif. En inondant le champ de perception de fictions convaincantes, de réalités alternatives plausibles, les cavaliers rendent le système de surveillance impuissant, incapable de distinguer le signal du bruit, la vérité de la fiction. Ils combattent le feu de la transparence par le feu de l'imaginaire. L'illusionnisme devient ainsi une pratique émancipatrice, un entraînement à la pensée critique et à la créativité appliquée. Apprendre les tours, c'est apprendre à voir les structures invisibles qui organisent notre perception, à comprendre comment les croyances se forment et se déforment. La saga insaisissable, à travers ce troisième volet, se présente comme une école buissonnière de la liberté cognitive, où le divertissement spectacle sert de véhicule à une leçon profonde sur l'autodéfense intellectuelle. La fin ouverte n'est pas un simple appel du pied à une suite, mais la reconnaissance que le combat pour la définition de la réalité est un combat perpétuel, sans victoire finale. Il y aura toujours de nouveaux Vanderberg, de nouveaux systèmes de contrôle, et il faudra toujours de nouveaux cavaliers pour les déjouer. Le passage de flambeau est donc une nécessité biologique et narrative. Les formes de l'illusion et de la résistance doivent évoluer avec les formes du pouvoir et du contrôle. Le cycle continue, et c'est dans cette perpétuelle renaissance que réside l'espoir. La signification profonde du film réside dans sa proposition que l'ère numérique, souvent perçue comme la mort du mystère, pourrait en réalité être son ultime renaissance. Les cavaliers démontrent que les outils de la transparence totale peuvent être retournés pour fabriquer des opacités plus riches et des secrets plus profonds, que la surcharge informationnelle crée un brouillard parfait pour cacher les actions les plus significatives. Leur magie est une écologie de l'esprit dans un désert de données, prouvant que plus le réseau s'étend, plus les chemins cachés se multiplient pour ceux qui savent les discerner. La véritable illusion n'est plus de cacher un objet mais de dissimuler une intention au milieu du bruit, une compétence devenue vitale dans l'économie de l'attention. La confrontation entre l'idéal de transparence et la pratique de l'opacité volontaire dépasse le cadre du simple affrontement moral pour toucher à une question anthropologique fondamentale. Vanderberg, en éradiquant l'illusion, cherche à créer un homme sans intériorité, parfaitement lisible et donc parfaitement contrôlable. Les cavaliers, au contraire, défendent le droit à une opacité constitutive, cette part de soi qui échappe au langage et au regard d'autrui, et qui est le lieu même de la liberté et de la créativité. Leur victoire est celle d'un humanisme paradoxal qui reconnaît que notre essence réside en partie dans notre capacité à échapper à toute définition définitive, à rester des énigmes pour nous-mêmes et pour les autres. Le film célèbre ainsi le mystère non comme un déficit de connaissances, mais comme un surplus d'être. La transmission du flambeau aux nouvelles générations scelle l'idée que ces capacités ne sont pas l'apanage d'une élite innée, mais un ensemble de pratiques qui peuvent s'apprendre et s'adapter. La nouvelle équipe incarne une synthèse des compétences, la dématérialisation de June, l'ingénierie sociale de Charlie, et la logistique de Bosco forment un système complet de perturbations créatives. Leur initiation réussie prouve que l'esprit cavalier, l'audace, l'ingéniosité et l'éthique de la redistribution spectaculaire est transmissible et évolutif. La fin n'est donc pas une conclusion mais une preuve de résilience culturelle, l'assurance que face aux nouvelles cages de lumière que construiront les pouvoirs, il se trouvera toujours des esprits pour forger de nouvelles clés dans l'ombre, perpétuant ainsi la danse éternelle entre le voir et le croire, le montrer et le cacher. Fin.